Bonjour à tous, l'Afterlap, le podcast du sport auto, Laurent-Frédéric Bollet et mon invité aujourd'hui, Jean-Philippe Doré, mon expert consultant spécialiste de l'endurance. Salut Jean-Philippe. Salut à toi LFB, salut à toutes et à tous. Un épisode à retrouver en audio bien évidemment, mais aussi en vidéo. On va profiter de la technologie moderne pour ne pas se priver de ce double plaisir. Jean-Philippe, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui tu es avec moi pour le 99e épisode de l'Afterlap? Pas mal, non? Ah, pas mal, ouais. Bientôt centenaire, félicitations, cher ami. Voilà, et ça nous fait un petit clin d'œil évidemment avec ce dont on va parler aujourd'hui, puisqu'il y a aussi une épreuve qui sera bientôt centenaire et qui chaque année évidemment ravive notre passion si tant est qu'elle devait être ravivée. Jean-Philippe, aujourd'hui, toi et moi, on va faire un spécial débrief, bien sûr complet, sur les 24 heures du Mans 2021. Tu reviens, tu étais sur place. On a beaucoup de choses à se dire, je vais te poser plein de questions. Mais déjà, j'ai envie de te dire, l'événement a eu lieu. On est d'accord, hein, compte tenu de la pandémie, compte tenu de ce qu'on avait connu l'an dernier. 50 000 spectateurs, c'est pas si mal, c'est même très bien, non, par les temps qui courent. Ah, absolument. En plus, je dois dire que par rapport à 2020, ça fait effectivement plaisir de retrouver du public. Bon, évidemment, c'est pas la jauge habituelle comme tu viens de le dire, mais bon, les tribunes, quand on se balade dans le village aussi, il y a des spectateurs. Bon, le village était lui aussi moins important, effectivement, jauge et pandémie oblige, mais bon. Il y avait des boutiques, il y avait des gens, il y avait des drapeaux, il y avait des spectateurs. Et ça fait plaisir de retrouver du monde. Parce que c'est vrai que quand on arrivait au circuit l'année dernière, traverser toute la zone du village sans voir personne, sans croiser âme qui vive et avec des tribunes vides, eh ben, c'est vrai que ça faisait drôle. Et cette année, ça faisait quand même du bien de revoir du public, même en jauge limitée. Voilà, on est d'accord. Alors, on va tout détailler, Jean-Philippe. Bon, tu as vu que je me suis mis un petit fond d'écran. On aperçoit la voiture vainqueur qui passe la ligne Oui. d'arrivée. Tout le monde sait bien sûr que Toyota a gagné de nouveau. On va en parler. On va aussi parler de cette arrivée qui a été assez mouvementée. Tu me vois venir. Mais enfin bon, il y a plein de choses à dire. Non, j'ai envie de te revenir sur la course, le départ de la course finalement. Parce que la semaine avait été correcte point de vue météo, même si c'était pas des chaleurs caniculaires, on l'a bien vu pour un mois d'août, mais quand même ça se passait bien. Et puis donc une averse qui fout un peu le bazar au départ. Est-ce que toi, comme moi, tu pensais bien qu'on n'allait pas partir en mode rolling start tout de suite et qu'il allait y avoir de la neutralisation dans l'air? Alors effectivement, on s'est tous posé la question parce que j'étais avec le staff ACO en équipe de rédaction, donc on se disait tous alors effectivement voiture de sécurité ou pas. Alors effectivement, si on fait référence à ce qui s'était passé en 2016 où les 50 premières minutes de course s'étaient passées derrière le safety car exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec une grosse averse avant le départ. Donc là on a eu de la chance par rapport à 2016 puisque l'averse s'est quasiment achevée au moment du départ, mais bon, Eduardo Freitas, directeur de course, a quand même préféré avoir quelques tours derrière la voiture de sécurité, mais heureusement, ça a été beaucoup plus court qu'en 2016. On est d'accord. Donc moi, j'étais comme toi. Je me doutais qu'on n'allait pas y échapper parce que l'exemple de 2016 fait un peu jurisprudence, mais on était tous à se dire 50 minutes en 2016, on lui a tous dit que c'était trop et que ça allait peut-être revenir. Par contre, j'ai été étonné de voir la formation de la grille de départ en quelque sorte, parce que la course avait bien commencé à 16 heures pile. Tu vois ce que je Oui, veux dire? alors, effectivement, on a eu le entre guillemets cérémonial traditionnel où silence sur le circuit, la musique de Richard Strauss dans la sono. Donc, on se disait tous, ça y est, ça va partir. Et annonce sur les écrans de contrôle, justement, on continue au moins un tour de plus sous voiture de sécurité. Donc, ça a un petit peu surpris tout le monde parce que c'est vrai qu'on se disait à ce moment-là que ça allait peut-être partir normalement, mais finalement non. Le principe de précaution tel qu'instauré par Eduardo Freitas a finalement prévalu. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, la course a officiellement commencé. Le classement, il Ah, existe, hein, le Alors, décompte a alors commencé. effectivement, le décompte chronométrique a commencé au moment où les voitures sont passées à 16 heures, mais on n'a pas eu le départ lancé habituel, on est resté en formation voiture de sécurité. Voilà, donc il y a eu un mix entre un départ effectif et en même temps des tours de formation
qui étaient comptabilisés comme tels et qui ont fait qu'à 16h10, on a bien eu de nouveau les voitures se mettre les unes à côté des autres, quoi. Voilà. Bon, écoute, c'est un petit détail de spécialiste, mais effectivement, moi je pensais qu'on allait repartir à la queue leu façon IndyCar parce que le départ, quoi qu'il arrive, avait été entériné à 16h pile. Bon, c'est vraiment un détail, mais si vous avez envie de me donner votre petit commentaire, bah, vous y allez. Hein, l'Afterlab, c'est fait aussi pour ça, pour qu'on dialogue à distance. Alors, Jean-Philippe, donc la course est partie et au bout du premier virage, bah, déjà on a un rebondissement incroyable avec ce contact entre la Glickenhaus d'Olivier Pla et la Toyota de Sébastien Buemi. Alors, On a eu un petit peu peur pour les deux d'ailleurs. Hein. absolument, on peut dire que les deux ont eu de la chance, surtout Sébastien Buemi. Bon, ça l'a pas empêché d'avoir eu un petit problème après, puisqu'il s'est arrêté en bord de piste pour faire un reset informatique complet avant de repartir. Mais effectivement, on s'est dit un favori au tapis dès le premier virage. On a eu chaud. Rendez-vous au premier virage, ça vous rappelle quelque chose sans doute. On y a forcément tous pensé à un moment donné, d'autant plus que notre ami de Canal+ était sur le circuit des 24 heures. Mais là, c'est vrai que on a eu chaud à la fois pour Toyota, le fait de voir effectivement un postulant à la victoire au tapis et effectivement de voir aussi éventuellement une prestation écourtée de Glickenhaus, parce qu'évidemment, mais ça on va en reparler, pour Glickenhaus, on se demandait un petit peu tout le monde comment ça allait se passer. Alors, si on va tout de suite, parce qu'on va pas pouvoir rappeler tous les faits de course, c'est impossible, on est là pour tirer une analyse globale et faire déjà, bah oui, une sorte de post-course, hein, de débrief post-course. Bon, Toyota a donc gagné. Évidemment que c'est un résultat logique, évidemment qu'on peut pas dire qu'on les voyait pas gagner, etc. Est-ce que toi, tu as tendance à penser que cette victoire a été quand même plus difficile que ce qu'on a peut-être vu? Bah en fait, je pense aussi que Toyota était quand même sous pression en interne parce que sur la course précédente du championnat du monde d'endurance à Monza, il y avait eu des problèmes. Sébastien Buemi, enfin la Toyota numéro 8 en a également eu le dimanche matin pour des questions de ravitaillement et d'arrivée d'essence. Donc effectivement, la victoire de Toyota, elle était logique parce qu'on était avec un grand constructeur qui avait fait tout ce qui était nécessaire pour être prêt et pour être le premier vainqueur de l'ère Hypercar, d'autant plus que Toyota a été le premier grand constructeur à confirmer sa présence dans cette nouvelle catégorie Rennes. Donc, on se disait bien effectivement que Toyota allait gagner, mais est-ce que ça allait être un long fleuve tranquille ou pas? C'était ça la vraie question finalement. Ouais, et ça n'a pas été un long fleuve tranquille puisque les problèmes d'alimentation en essence le dimanche matin. Là, je ne sais pas si tu as vu, il y a une interview de Sébastien Buemi dans l'équipe où il dit que pratiquement à chaque virage, à un moment donné, il fallait qu'il appuie sur 3 boutons en même temps. Oui. Non, j'ai l'impression que ça a été très très sérieux, hein, cette alerte. Ah oui, tout à fait. À un moment donné, on s'est même demandé si on n'allait pas perdre la numéro 8, effectivement, parce que bon, on connaît aussi un petit peu l'histoire des 24 heures du Mans. Sur une équipe de 2 voitures, il y en a une chez qui ça tourne à peu près comme une horloge et tous les problèmes ont l'air de se concentrer sur l'autre. Et on peut dire que c'est un petit peu ce qui est arrivé à la Toyota 8 avec ce problème d'arrivée d'essence. Bon, sans parler de l'accrochage au départ avec la Glickenhaus dont on vient de parler. Ouais. Donc la 8 pas épargnée, mais qui effectivement termine deuxième et qui était quand même là. La 7 globalement plus simple, même si on sait qu'il y a eu un petit off de Kobayashi, il y a eu aussi une petite traversée du désert, j'allais dire, mais non, de Lopez. Et au final, bon, c'est la 7 qui gagne. Je crois qu'on est tous, hein, tous les spécialistes, les commentateurs, on est tous contents que la 7 ait enfin gagné, hein, Jean-Philippe. Tout à fait. Mais ce qu'il faut signaler aussi, c'est que la sortie de Kobayashi s'est terminée très très près du mur en plus. Ouais. Donc on peut dire que Kamui Kobayashi a eu chaud, mais c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années, on était tous contents de voir cet équipage-là gagner. Donc Kamui Kobayashi, José María Lopez et Mike Conway. On s'était dit que c'était mérité et qu'il fallait quand même que ça arrive un jour parce que finalement, ils sont champions du monde
en titre. Donc, c'était finalement logique qu'ils finissent par gagner enfin les 24 heures. Voilà. À titre personnel, moi, je te le dis, je suis très content pour Kobayashi, que j'adore. C'est pas un pilote qui est toujours à 100% sécure, je le dis aussi sincèrement. C'est ce qui fait aussi son charme, mais sa vitesse de pointe, son record il y a quelques années au Mans, sa pole encore cette année, sa Vista quand il était en Formule 1, bon, c'est quand même un pilote qui apporte quelque chose et qui gagne enfin. Moi, je te cache pas, ça me fait plaisir. Toi aussi? Ah, pareil, oui, oui. Et constat également valable pour José María Lopez et Mike Conway. Bon, Mike Conway, on sait que c'est du solide, que c'est régulier, que ça fait pas beaucoup d'erreurs et qu'il était temps qu'il gagne. Bon, quant à José María Lopez, donc lui en plus deuxième citoyen de son pays à gagner au Mans, le premier et le seul jusqu'à hier, c'était José Froilán González en 1954. Donc il a fallu quand même attendre un petit peu avant de revoir un Argentin gagner au Mans. Mais bon, en plus c'est aussi pour ce qui le concerne, et à mon sens, une consécration globale pour sa carrière, eu égard à ses 3 titres en WTCC, champion du monde en endurance. En termes de, bon, sans vouloir faire injure à l'équipage de la 8, on peut dire que, et c'est aussi un petit peu grâce à Kamui Kobayashi, qu'en valeur intrinsèque, l'équipage de la 7 est quand même un petit peu plus rapide que celui de la 8. Donc, si on met tout ça bout à bout, eh ben, on se dit très content pour la 7. Voilà. On est d'accord. Alors toi qui es un féru de statistiques et d'historique au Mans, bah, je me suis penché là avant qu'on se parle sur les marques qui ont réussi à gagner 4 fois consécutivement le Mans. Hein, je suppose que tu avais aussi surveillé ça. Donc écoute, moi j'en trouve pas 50. Hein, je trouve dans l'ordre chronologique Bentley, qui a été la première à faire ça dans les années 30. Alfa Romeo avait aussi gagné 4 fois de suite. Il y en a peut-être qui ont gagné plus de fois que 4 fois de suite, mais au moins 4 fois de suite. C'est pas donné à tout le monde. Donc Bentley, Alfa Romeo, Ferrari, oui, dans les années 60, Ford, bien sûr, à la fin des années 60, Porsche à de nombreuses reprises d'ailleurs, et Audi dans les années 2000. J'en vois pas d'autres. Hein. Ah ben voilà, le compte y est. Voilà. Bravo, sur LFB. Donc Toyota se rajoute à la liste. Voilà, en signalant effectivement que Porsche et Audi sont les deux seuls à avoir gagné plus de 4 fois de suite. C'est ça, voilà. Mais est-ce que tu n'as pas le sentiment que Toyota peut effectivement être en plein dans une série qui pourrait être digne des séries qu'on a pu connaître avec Porsche ou Audi dans le passé? En fait, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, puisque bon, on sait aussi que l'histoire des 24 heures du Mans, c'est aussi construite sur des séries de victoires de constructeurs. Par rapport à d'autres victoires consécutives, on peut aussi citer les 3 victoires consécutives de Matra côté français, 72, 73, 74. Et comme effectivement l'ère hypercar commence à se mettre en place, on a Peugeot qui arrive l'année prochaine, mais on ne sait pas encore quand. Moi, à titre personnel, j'aurais tendance à penser qu'ils vont faire comme Toyota en 2012, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur première course au Mans. Donc peut-être pas en position de gagner dès cette année. Donc moi honnêtement, je vois bien. Bon là, par contre, on va peut-être pas jouer les Madame Irma et tirer des plans sur la comète trop tôt, mais pourquoi pas moi, je vois bien une 5e victoire consécutive de Toyota l'année prochaine. Oui, oui, ils seront forcément favoris, c'est évident. Même si Peugeot arrive, ce sera une première, un retour, une première participation avant cette édition du centenaire où là, il y aura d'autres adversaires. Bon, on verra, mais forcément, oui, Toyota est dans une série, je pense, ouais. Alors, l'adversaire de Toyota, au moins du cœur, que beaucoup avaient exprimé comme tel avant le départ, avec un espoir d'un cocorico extraordinaire, c'était Alpine, bien sûr. Donc, Alpine doit se contenter, disant ça, c'est un peu terrible de dire ça, mais c'est vrai, doit se contenter du podium, alors que il y avait peut-être de quoi espérer un petit peu mieux. Enfin, comment tu vois le verre à moitié vide, à moitié plein? Alors, moi, honnêtement, je suis un petit peu partagé par rapport à ça. Bon, parce qu'évidemment, on avait envie d'y croire, d'autant plus que à la fin de l'hyperpole, Nicolas Lapierre n'a pas été très loin de décrocher la première ligne. Bon, il a peut-être été un petit peu gêné dans son dernier tour lancé, mais je me souviens qu'il était en avance sur son premier partiel par rapport à son chrono précédent. Donc, on n'a pas été très loin de la première ligne. Donc, bon, on connaît la réputation de régularité et de solidité de la bande de Philippe Sino, donc de l'équipe Signatech, qui assure l'exploitation de la voiture. Donc, effectivement, Alpine a quand même été là malgré tout. Bon, il y a eu 2 petites excursions hors piste qui ont été peut-être un petit peu rédhibitoires à un moment donné. Je pense surtout à celle de Mathieu Vaxivière pendant la nuit. Sans vouloir le charger, mais il l'a dit, il le sait, on le sait. Oui, c'est sûr.
Donc là, effectivement, on a eu deux petites anicroches. Il y avait eu aussi Nicolas Lapierre en début de course. Donc, sachant qu'effectivement, les deux adversaires étaient tous deux sous pression, puisqu'effectivement, comme Alpine n'avait qu'une seule voiture, il fallait absolument zéro faute pour que ça marche. Il fallait aussi qu'il y ait zéro faute et zéro problème technique du côté de Toyota. Bon, c'est vrai que Toyota avait un joker puisqu'ils avaient une voiture en plus. Ça s'est confirmé en course, mais bon, finalement, Alpine sur le podium, on est quand même content, d'autant plus que Laurent Rossi, le patron de la marque, est quand même resté extrêmement flou, voire ambigu sur un éventuel avenir d'Alpine en hypercar. Donc, oui, mais ça, c'est plus. Ça, c'est plutôt une plutôt bonne quelque nouvelle. chose. Oui, voilà, là, ça ouvre, ça entrouvre quand même une porte qu'on n'attendait pas forcément. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'effectivement, il y avait une adhésion populaire, qu'il y avait un élan français, qu'il y avait effectivement une concordance des temps avec la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie le mois dernier, qu'il y avait une histoire à réécrire, j'ai envie de dire, qu'il y avait cet hommage à Jean-Pierre Josso qui a traîné dans toutes nos têtes durant toute la semaine et qui était très beau. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie que ça se termine comme ça, quoi, par une participation un petit peu, par une voiture, voilà, face à Toyota pour servir de fer-volant. On sent qu'il y a mieux à faire, quoi. Ah complètement, d'autant plus que, comme je le disais il y a quelques instants, l'équipe Signatec, par rapport à son palmarès en P2, n'a absolument plus rien à prouver dans cette catégorie-là. Donc, effectivement, là, je me dis, c'est peut-être un premier coup de sonde pour voir un petit peu comment ça marche pour la suite. Et côté public, ce que je peux confirmer, c'est qu'effectivement, j'ai vu dans l'enceinte du circuit, j'ai vu beaucoup de petits drapeaux alpines chez les spectateurs. J'ai eu beaucoup d'enfants d'ailleurs avec des petits drapeaux alpines, donc j'ai trouvé ça extrêmement populaire, donc extrêmement sympathique. Je pense aussi qu'il y aurait peut-être dans le cœur du public, bon, Peugeot, c'est très bien qu'il soit là, mais je pense que s'il y a Peugeot plus Alpine, à mon avis, le palmarès du cœur côté public penchera peut-être un petit poil plus du côté d'Alpine, je pense. Ah ouais, je l'anticipe aussi également de cette façon et je te rejoins à ce niveau-là. Bon, en tout cas, on se plaindra jamais ça du retour de Peugeot aussi l'an prochain. On a hâte de voir cette 9X8, ces choix un peu révolutionnaires. Ça, on est très impatient. Alors, troisième équipe en hypercar, cette fameuse équipe Glickenhaus. Alors, je précise à tous nos auditeurs et spectateurs, parce qu'on peut aussi donc nous suivre sur la chaîne YouTube de l'Afterlap, que tu es un spécialiste des États-Unis, que tu es un ami personnel de Mario Andretti, que le nom Andretti t'est particulièrement familier et qu'effectivement, tu suis l'actualité globalement du sport automobile américain à fond. Alors, quand je vois un personnage un peu haut en couleur qui vient du cinéma et qui n'a pas fait des chefs-d'œuvre du 7e art, faut quand même l'avouer. Alors, il y a des séries B, c'est ce qu'on appelle des séries B. Hein, oui, voilà, bien sûr. Pour être honnête. Mais bon, ça lui a rapporté beaucoup d'argent. Il a quand même fait un film avec Jackie Chan. Là, il y a un petit clin d'œil, évidemment, par rapport au sport auto. Et il a donc amassé une fortune et il a la passion du sport auto. Ça, on ne va pas le lui reprocher. Et c'est vrai, là, personne ne peut mettre ça en doute. Bon. Le voir dans les stands, Glickenhaus, son chapeau, le voir s'exprimer. Toi, tu l'as vu déambuler, tu as vu son attitude. Bon, avant de détailler ce résultat, le personnage, t'en penses quoi? En fait, moi j'ai envie de dire que l'endurance et le sport automobile d'une manière générale a besoin de ce genre de personnage. Voilà, ce genre de personnage un petit peu insolite par son parcours, par son look, par cette envie en plus d'arriver aussi un petit peu sur le tard, puisque Jim Glickenhaus n'est pas loin d'être septuagénaire s'il ne l'est pas déjà, si ma mémoire est bonne. Donc effectivement, quelqu'un qui concrétise une passion comme ça sur le tard, bon, moi, puisque tu m'as lancé, tu m'as fait un départ lancé sur le sport automobile américain, j'ai envie aussi de le situer dans une certaine continuité historique de personnages un petit peu excentriques, mais excentriques dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire que on y va, mais on fait pas n'importe quoi du sport automobile. Moi, j'ai envie de penser à des Briggs Cunningham, à des Carroll Shelby, à des Don Panos, voire à des Roger Penske. Quoique Roger Penske, c'est un petit peu différent parce que lui, c'est un véritable industriel du sport automobile. Mais effectivement, moi, j'ai envie de le situer
dans cette continuité-là, effectivement, moi, je connais certains cadres de l'Automobile Club de l'Ouest qui ont fait de Jim Glickenhaus l'héritier direct d'un Don Panos, sans oublier les fameuses chaparrales blanches de Jim Hall, c'est-à-dire des personnages qui viennent d'horizons extrêmement différents. On vient de parler du cinéma pour Jim Glickenhaus. Jim Hall était un milliardaire du pétrole. Briggs Cunningham l'était également. Pour l'anecdote, il s'est piqué le sport automobile en assistant au Grand Prix de Monaco pendant sa lune de miel, pour l'anecdote. Donc, il s'est illustré en plus en voile en remportant l'America Cup. Donc, effectivement, des gens qui viennent d'horizons comme ça très différents, mais bon. Il y a eu un petit peu on va en parler, je pense, on va continuer là-dessus. Il y a eu un petit peu de scepticisme quand même par rapport à Jim Glickenhaus, mais moi, effectivement, quand je me suis rendu compte que de tout ce qu'il avait mis en place en termes de partenaires techniques et de recrutement de pilotes, on se dit quand même que il faut quand même prendre au sérieux ce personnage-là, et le résultat de la course a non seulement fait taire ses détracteurs, mais a aussi concrétisé, parce que c'est aussi une histoire de rêve américain à sa manière, le rêve de gosse de Jim Glickenhaus. Et effectivement, moi je pense que le sport automobile, d'une manière globale, a besoin de ce genre de personnage, pour aussi peut-être pour apporter le regard d'un public différent, qui serait peut-être pas forcément aussi pointu en sport automobile qu'on peut l'être, par exemple. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'était pas du pipeau, sans vouloir faire de jeu de mots par rapport à Pipo Moteur, ou avec la structure podium aussi. Il y a eu une addition de talents, il y a eu des moyens mis en œuvre, et les sbroufs, oui, peut-être un peu en façade, si j'ose dire, mais avec du sérieux derrière. Je crois qu'on a tous été effectivement peut-être un peu méchants. Moi, le premier, parce que alors, j'ai comparé parfois avec Baïkoles. Je poussais le bouchon un peu loin, j'avoue. Mais c'était pour donner un exemple un peu caricatural d'équipe qui marche jamais, quoi, au moins. Bon. J'espérais mieux, parce qu'on espérait qu'effectivement Glickenhaus soit à même d'aller peut-être concurrencer les Toyota. On va dire que le réalisme, le pragmatisme a fait que c'était pas possible quand même. Mais voir les deux voitures à l'arrivée, je l'avoue que j'aurais pas parié. J'étais sûr qu'il y en a une qui abandonnerait, au moins. Alors, en fait, et je peux même dire qu'il y a pas mal de gens qui pensaient qu'aucune Glickenhaus n'atteindrait la nuit, en fait. Mais ce qu'il faut rappeler, quand on a parlé d'Alpine tout à l'heure, il faut aussi signaler qu'à la suite de la sortie de Mathieu Vaxivière, on a vu une Glickenhaus qui était quasiment candidate à la 3e marche du podium à ce moment-là. Donc, mais bon, effectivement, donc là, la fiabilité et la découverte des 24 heures du Mans ont peut-être plus prévalu que la performance pure. Mais bon, ce qu'il faut signaler quand même aussi, c'est que pour un changement d'air, on s'en sort quand même plutôt bien, puisque les 5 hypercars au départ sont à l'arrivée, et en plus aux 5 premières places du général. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça enchaîne très bien. J'avais parié sur une P2 sur le podium au général, et on a perdu ce pari. Et on a perdu tous les deux. Voilà, parce qu'on partait qu'il y avait une Glickenhaus qui allait pas tenir, oui, et c'était pas complètement illogique, hein, je me permets de le dire. Et que peut-être une Toyota aussi, parce que Toyota a souvent été son propre ennemi. Bon, oui. Et ça laissait la place à une P2. Ben non, les P2 devront se contenter des accessibles par rapport à un classement général. Et ça a été effectivement une surprise. Alors, mon cher Jean-Philippe, P2, WRT qui gagne, donc cette équipe belge dirigée par Vincent Voss. Alors, elle a failli faire le doublé. Bon, c'est vrai qu'on va revenir là sur ce qui s'est passé dans le dernier tour, c'est terrible. Mais là aussi, on pariait pas du premier coup sur WRT, même si on a bien vu depuis le début de la saison WEC que, attention, ils étaient très forts. Alors, en fait, j'ai pensé que WRT allait effectivement s'inviter sur le podium. Ça, honnêtement, j'avais misé là-dessus, puisque, en plus, bon, je cite pour l'anecdote, avec les amis rédacteurs de la CO, on fait un concours de pronostics avant le départ de la course. Donc, effectivement, moi, j'avais parié sur une WRT sur le podium. Mais sur le podium quoi, général ou P2 ? Sur le podium du P2, sur le podium du général, j'avais plutôt parié sur Jota, en fait. Bon, voilà, alors moi aussi, Jota, en 2, on aurait peut-être mis United, en 3, G-Drive, enfin, tu vois ce que je veux dire, voilà, on n'invente rien. WRT, oui, je suis d'accord, ça pouvait valoir le coup de la mettre sur le podium P2.
Mais vainqueur en P2, dis donc. Hein. Oui, mais là, j'avoue franchement, en plus, bon, on va sans doute y revenir. United Autosport et Jota sont un petit peu passés à côté de la course. Ça s'est beaucoup moins bien passé que ces dernières années, même s'il y a eu un très très beau premier relais d'Antonio Félix da Costa sur la numéro 38, qui était celle sur laquelle, soit dit entre nous, j'avais parié pour le podium du général, justement. Voilà, c'est ça, Donc, moi aussi. mais effectivement, en plus, on a failli assister à une première en LMP2, puisque si le doublé de WRT, c'est pas facile à dire, hein, avait eu lieu, on se serait retrouvé pour la première fois dans l'histoire de cette catégorie avec deux voitures d'une même équipe engagées dans deux championnats différents, puisque WRT est présent à la fois en WEC et en ELMS. C'est la voiture de l'ELMS qui a failli gagner et c'est finalement celle du WEC qui était deuxième qui a fini par remporter la catégorie, en plus avec un final absolument incroyable dans le dernier tour. Oui, à la fois pour un abandon d'un côté et pour une lutte presque au-delà du finish pour le dernier tour entre la deuxième WRT et une autre Jota. Précision, le Jota n'était pas si loin que ça finalement. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que ce doublé qui semblait exceptionnellement super, quoi, se transforme en quasi cauchemar. Alors, c'est vrai que chez WRT, ça doit être terrible à vivre parce qu'il y a une joie immense d'avoir gagné et une horrible désillusion de voir cette voiture arrêtée dans le dernier tour. Oui. Je me mets à la place du Chinois et Robert Kubica qui a souvent été malchanceux. Hein. Franchement, moi, je te le dis, c'est fou que ça lui arrive. C'est encore sur lui que ça tombe, quoi. Bien sûr, on sait qu'il a gagné un Grand Prix dans sa carrière, mais le nombre de pépins qu'il a eu à tous les niveaux. Sans parler de son accident, évidemment. Oui. Ah, voilà. Là, c'est horrible ce qu'ils ont vécu. Ouais. Hein. Ah, c'est aussi ce que j'ai pensé, effectivement, parce que c'est vrai que ça aurait été beau pour l'histoire de Robert Kubica, effectivement, cette victoire. Bon, j'ai pas envie de dire en forme de réhabilitation, parce que depuis qu'il est arrivé chez WRT, on voit que ça marche très très bien en ELMS, que Vincent Voss a eu du flair pour constituer non seulement son équipage en ELMS, donc avec ce jeune chinois Yifei, avec également Robert Kubica et aussi Louis Deletraz qui a été éblouissant en qualification. Bon, on va parler aussi de l'équipage vainqueur qui était aussi très 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 compétitif. Bon, Robin Freins, on le sait, c'est quelqu'un de polyvalent, pilote d'usine Audi, etc. Un petit Français quand même, un petit rouquin de 20 ans, Charles Milesi, signalons-le aussi. Oui, il a une drôle de bouille, il est sympa. Ouais. Et un petit jeune issu de la filière Red Bull, venu de la monoplace, Ferdinand Habsburg. Donc effectivement, on se retrouve quand même avec deux équipages très cohérents. Bon, on se dit qu'effectivement, bon, WRT avait, bon, je l'ai dit tout à l'heure, avait sa place de trouble fête sur le podium, mais là, je crois qu'ils sont allés au-delà du trouble fête avec cette performance-là. Et moi, j'ai envie de dire autre chose, parce que à certains moments, on a aperçu Tom Christensen dans le stand WRT. Moi, j'ai envie de dire que, avec peut-être 2 ou 3 ans d'avance, mais moi, j'ai envie de dire que l'équipe partenaire de l'arrivée d'Audi en LMDH, on la tient, quoi. Ce sera WRT, d'autant plus que WRT et Audi ont déjà une très grosse histoire en GT3. Voilà. Tout à fait, oui. Faut-il le rappeler? Bien vu, bien analysé, mon cher Jean-Philippe. Et il y a de la logique dans ce que tu dis. Alors, les malheurs de Kubica et de ses petits amis font qu'effectivement, ils n'ont pas été classés, puisqu'ils n'ont pas franchi la ligne. Hein, c'est aussi bête que ça. Hélas. Et le Panis Racing arrache la 3e place aussi. Hein, alors, en fait, moi, j'étais d'autant plus content que dans mes pronostics personnels, j'avais mis Panis Racing sur le podium LMP2. Donc, il faut dire aussi que Panis, depuis le début de l'année, ils sont en pleine confiance. Ils arrivaient extrêmement confiants parce qu'ils venaient de gagner la dernière course en date en ELMS. On sait que Julien Canal est un des tout meilleurs gentleman drivers de la catégorie LMP2. Il a quand même été titré 2 fois dans cette catégorie en WEC, rappelons-le, avec G-Drive en 2015, avec Vaillant Rebellion en 2017. Et il faut dire aussi que du côté des anglo-saxons, Olivier Panis a fait un joli recrutement. Will Stevens, on sait que ça va très 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 vite.
On l'avait vu en monoplace. On l'a vu aussi quand il est passé chez G-Drive et chez Jackie Chan. Bon, James Allen aussi, c'est un des meilleurs pilotes de la catégorie LMP2. Donc là, je crois qu'Olivier Panis, avec ses amis partenaires techniques, citons-les quand même, Sarah et Simon Abadi, ont ou plutôt sont en train de trouver la formule magique, parce que là, ils en sont quand même à leur deuxième podium consécutif en P2 au Mans. Donc là, je crois que la formule magique est en train de se mettre en place pour que Panis Racing monte encore plus haut en 2022 et 2023. Ouais, tout à fait. J'ai été un petit peu déçu, moi, évidemment, par Hidek et par Duquesne, même si, évidemment, je salue Tristan Gomandi, qui est notre ami dans l'Afterlap et qui fait 10 de la catégorie. Bah, on prend, hein, c'est pas ridicule, mais ils n'ont jamais vraiment eu leur mot à dire. Et chez Hidek, j'adore évidemment ce line-up, quoi. Quand tu as Patrick Pilet, quand tu as Paul Louchatin, quand tu as Paul Lafargue, c'est très solide. Et bon, le début de course a été très difficile et on a le sentiment qu'ils n'ont jamais pu refaire le retard accumulé aussi. Hein. C'est dommage. Bah, hélas, en plus, il y a quand même une. J'espère que ça va mieux aller pour eux à l'avenir, mais il y a quand même une espèce de malédiction Le Mans sur IDEC. Si on pense à ce qui s'est passé l'année dernière, où les deux voitures avaient été accidentées pendant les essais libres. Là, cette année, c'est entre guillemets encore pire, puisqu'il y a une IDEC Sport qui a déclaré forfait pour la course. Mais effectivement, IDEC, ce sont des gens très sympathiques qui méritent beaucoup mieux que ça. Ils ont quand même été titrés en European Le Mans Series en 2019. Donc moi, j'ai envie de dire que IDEC au Mans, ça marchera tôt ou tard. Oui, c'est ça. Ils sont en train de manger leur pain noir, mais ça le fera. Voilà. Oui, tout à fait. On va passer en GTE Pro et on reviendra à la fin sur le finish en P2. Tu me vois venir. Bon, enfin bref. Oui. Alors, bah là, tout le monde est content, j'ai envie de dire, en pro. Enfin, il y avait pas beaucoup de voitures, mais enfin, bon, Ferrari a gagné. Bah voilà, c'est pour eux. Mais Corvette est sur le podium et c'était pas forcément évident. Tu vas me dire ce que tu en penses. Et Porsche est troisième. Chacun a sa place sur le podium. Mais évidemment, chez Porsche, on veut gagner. C'est ça qui prime. Mais enfin, donc, c'est Ferrari qui a gagné. C'est vrai que l'équipage Calado, Pierre Gouilly et encore un Français comme les Dogard, un peu la de dernière minute, mais c'est évidemment que c'est super solide chez AF Corse et Ferrari, hein, bien sûr. Ah ben, de toute façon, moi, depuis l'instauration du FIA WEC, moi, je me suis toujours dit, AF Corse au Mans, c'est jamais perdu d'avance. Parce qu'en fait, le palmarès parle pour eux. Si ma mémoire ne me trahit pas, je crois qu'ils en sont à leur 4e victoire GTE Pro depuis 2012. Donc, surtout, ne jamais enterrer AF Corse au Mans. Ouais. La preuve. En plus, le duo Calado-Pierre Guidi, ils ont été champions du monde ensemble en 2017. On sait que c'est du solide, on sait que ça marche. D'ailleurs, sur la deuxième voiture, je crois qu'ils ont changé le numéro de course par superstition. Ça n'a pas beaucoup mieux marché non plus. Oui. Malheureusement, c'est dommage parce que c'était un très bel équipage aussi. Oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie aussi d'ajouter un petit mot sur Comme le Dogard, qui en fait avait signé la pole position à l'MGTE l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Il gagne cette année en GTE Pro. Donc, je crois qu'un petit peu dans l'esprit de ce qu'a pu connaître Daniel Serra, le Brésilien de l'autre Ferrari AF Corse ces dernières années, je pense que comme le Dogard a gagné définitivement son ticket d'entrée de pilote d'usine Ferrari, je pense. Oui, tout à fait. Peut-être en hypercar, qui sait, on verra. Oui, tu as raison, n'oublions pas que Ferrari arrive. Et ça, j'ai envie qu'on en reparle de la chasse au volant en hypercar. On en reparlera peut-être tout à l'heure parce que ça a été aussi un des entre guillemets fils rouges un petit peu souterrain de ces 24 heures du Mans 2021. Mais on en reparlera tout à l'heure, je pense. Oui. Alors finissons un peu les classements de toutes les catégories. Alors, moi, j'attendais pas les Corvettes à pareille fête. Dis donc, je croyais qu'elles étaient un peu larguées à l'issue des essais. Je me suis dit exactement la même chose. Mais bon, Corvette au Mans, on sait que c'est une grosse histoire, qui a de l'expérience, etc. Donc, moi, en fait, je situais plutôt Corvette aux alentours de la 3e ou de la 4e place. À vrai dire, je pense qu'on était tous un petit peu de cet avis-là entre spécialistes. Mais bon, ce qu'il faut dire aussi, et là on va sauter à Porsche.
pour la troisième marche du podium, c'est que je pense honnêtement que la sortie de piste de Kevin Estre lors de l'Hyperpole, je ne dis pas qu'elle a coûté la victoire à Porsche, mais je pense que s'il y avait une Porsche qui aurait pu être en lice pour la victoire en GTE Pro, c'était celle-là. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Non, mais ça a été une sorte de handicap un peu qui a Oui. été traîné sur l'ensemble du week-end et Oui, ça parce se qu'en ressent. plus, Ouais. donc du coup, comme il n'y a pas eu de chrono, ça a rejeté la Porsche 92 en fond de grille GTE Pro. Mhm. Et bon, on connaît aussi Porsche au Mans. C'est un peu comme AF Corset, surtout avec le palmarès qu'il y a. Ne jamais enterrer Porsche au Mans, quelle que soit la catégorie, de toute façon. Mais compte tenu de ce qui s'est passé lors de la qualif Hyper Pro, je suis quand même content de voir cette Porsche-là sur le Mhm. podium. Mhm. Même si, honnêtement, sur mon pronostic personnel, je l'avais pronostiqué vainqueur. Voilà, oui, bien sûr. Non, non, mais oui, c'était pas illogique, c'est sûr. Alors, on a quand même appris, et ça, est-ce qu'on l'a vraiment vu sur le moment? Je suis pas sûr. On a quand même appris que Calado était rentré dans la corvette de Milner dès le départ de la formation en épi, donc pour le départ du tour de formation, et que ça a quand même bien gêné la corvette 60, donc c'est la 64 ou la 63, je sais jamais, bon, excuse-moi, en tout cas celle de Milner, qui a eu un problème de diffuseur à la suite de cet accrochage, qui a eu lieu donc avant le départ effectif Avant de même la le départ course. de la course, Ben oui. oui, alors Calado s'est justifié en s'excusant, oui, quand même, en disant qu'il y avait un problème de buée avec l'humidité, qu'il voyait rien et qu'effectivement il n'a pas vu. Alors tu sais qu'il y avait la P2 High Class Racing, c'est vrai que quelle image incroyable qui n'a pas pu démarrer, donc il y a eu un petit micmac. Manifestement, Tom Milner a un petit peu ralenti et Calado l'a absolument pas vu et lui est rentré dedans. Mais en réalité, ça a foutu la course de cette deuxième corvette en l'air. Oui. Et ben moi, oui, je serais à la place de Milner et de ses petits camarades de corvette. Je l'aurais mauvaise quand même. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Ça peut se comprendre, surtout si on considère, parce que bon, évidemment, on n'imaginait peut-être pas forcément l'autre Corvette monter aussi haut sur le podium, mais Mmh. quand on voit le résultat final, ça effectivement, ça a sans doute retiré une candidate, peut-être pas à la victoire, mais au moins une candidate au podium. Ouais. Et c'est fou comme chaque année on constate les mêmes choses, quoi. Le Mans, ça se joue soit effectivement dans la semaine, exemple avec Kevin Est, on vient de l'illustrer en quelque sorte, soit dès le départ. Enfin, c'est fou, quoi. C'est vraiment 24 heures où il faut pas qu'il y ait le moindre grain de sable. Et là, il y en a. Imaginons, quand Hmm. on a parlé tout à l'heure d'hypercar, imagine si la Toyota 8 et la Glickenhaus étaient restées toutes les deux sur le carreau. Ah oui, ça change tout, c'est sûr. Bon. Alors, F Corset, dis donc, qui double la mise, comme on Et, dit, qui gagne en GTE AM. et C'est vrai que cette structure, elle est impressionnante. Hein. alors, en plus, bon, il faut signaler aussi que AF Corset, c'est quand même en termes de préparation de voiture et de partenariat technique, quasiment tout le plateau Ferrari présent au Mans. Mhm. Alors, il faut rappeler aussi que AF Corset avait déjà gagné en GTE, mais en tant que prestataire technique de plusieurs autres équipes. On peut parler de SMP en 2015 notamment. Mais là, c'est quand même la première fois que AF Corset gagne sous son propre nom les deux catégories GTE au Mans, avec, moi j'ai envie de dire, une consécration amplement méritée pour un autre Français, pour notre ami François Perraudot. Voilà. Voilà, donc François Perraudot, pas secondé par Manu Collard, comme ça a été longtemps le cas. Et donc, notre Hélas, ami. j'aurais bien aimé qu'ils gagnent Oui, ensemble. Ouais, voilà. Mais et Manu, d'un point de vue sentimental, je pense honnêtement, ayant rencontré plusieurs fois François Perraudot, je pense que François Perraudot avait son ami Manu Collard dans un coin de sa tête quand il est monté sur le podium et s'est peut-être dit que son Manu préféré aurait bien voulu être là aussi. Mais bon, il faut dire aussi que, et là on va aussi sans doute en parler dans quelques instants par rapport à Aston Martin. Aux deux premières places, on a quasiment les deux meilleurs pilotes bronze du plateau oui, GTE AM, avec oui. François Perraudot et Ben Keating. Mais bon, on va quand même aussi parler un petit peu des deux coéquipiers de François Perraudot aussi quand même. Oui, bah, non, bah, alors je vais te laisser la Donc, parole. Mais attends, juste pour finir la parenthèse, Manu Collard, il a annoncé sa retraite ou quoi? Non? Pourquoi il n'était pas là cette non, année? Non? il n'y a jamais eu d'annonce officielle Non.
pour la retraite de Manu Collard. Mais il n'était pas là cette année. Et là, moi, ça, effectivement, je me suis dit, mais il est où? Parce qu'on sait que c'est le recordman des pilotes actifs en nombre de participations. Oui, effectivement, mais il va pas être loin d'être éligible pour ses 24e 24 heures. Et moi, je croyais qu'il en était déjà à 24. S'il ne l'est pas déjà, ouais. parce que c'est également le cas de Yann Magnussen qui lui n'est pas très loin de ses 24e 24 heures aussi. Ouais. Mais effectivement, est-ce qu'on va revoir Manu Collard l'année prochaine? Au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de donner une réponse, puisqu'effectivement, il n'y a jamais eu d'annonce officielle de départ. Voilà, petite parenthèse, mais Manu, non, tu nous tiens au courant parce que tu as manqué cette année. Moi, je le dis, surtout quand on voit que François Perraudot a gagné, et c'est tant mieux pour lui. Là, c'est vraiment le gentleman driver qui, à force de progresser chaque année, est arrivé au sommet. Bravo à lui. Formidable investissement de sa part à tous les niveaux. En signalant en plus que sur les 2 éditions précédentes, en 2020, il était déjà sur le podium GTE-AM et il avait conclu son passage en LMP2 sur un podium aux 24 heures du Mans. Ouais, c'est ça. C'est aussi une régularité absolument exemplaire dans le résultat, mais il faut dire aussi, et ça François Perraudot l'a dit dès le début de la saison, en qualifiant et là je le cite, de fuser ses 2 coéquipiers. Oui, alors Niklas Nielsen et Alessio Rovera. Bon, je te cache pas que moi, Alessio Rovera, je connais pas bien. En fait, donc Niklas Nielsen, on sait depuis quelques années, c'est un pilote qui est issu des coupes de marque Ferrari, qui à l'époque où il roulait en Michelin Le Mans Cup, gagnait la catégorie GT3, parfois en s'intercalant entre les LMP2, au milieu des LMP3, et également en européen Le Mans Series entre les LMP3 et les LMP2. Donc on sait que Niklas Nielsen, ça va vite et que c'est du solide. Par contre, alors Alessio Rovera, François Perraudot l'a qualifié de nouvelle découverte d'Amato Ferrari, puisqu'en fait, c'est un jeune pilote qui vient des compétitions GT italiennes. Et ce qu'on a envie de dire, c'est que là, on en est quand même pour Alessio Rovera et François Perraudot en championnat du monde à 3 victoires en 4 courses. Donc en plus avec une remontée du fin fond de grille à Monza, enfin bref. Donc effectivement, donc deux petits jeunes à surveiller parce que il y a toujours en fil rouge souterrain dans cette histoire des futurs équipages hypercars à constituer. Mais c'est vrai que quand on parle de la catégorie GTE-AM qui est en train de devenir une espèce de centre de formation de jeunes pilotes issus des filières GT des constructeurs, donc là on pense principalement Porsche, Ferrari, Aston Martin. Oui. Donc là on se dit que cette filière-là, ça fonctionne très très bien et que Alessio Rovera, tout juste sorti du GT italien et vainqueur aux 24 heures du Mans, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler et que pour moi c'est la vraie révélation en tant que jeune pilote du GTE-AM cette année. D'accord, c'est noté. Mais même chez Porsche, j'ai envie de dire, il y a l'échelle des valeurs. Julien Andlauer, un jour, on le retrouverait en GTE Pro, ça scandaliserait personne, hein, on est d'accord. Absolument. D'autant plus que Julien Andlauer était au charbon ce week-end, puisqu'il a disputé les 2 courses road to Le Mans, plus les 24 heures. Ah oui, c'est vrai. Donc, il faut rappeler aussi qu'il y a quelques années, Julien Andlauer a été le plus jeune vainqueur des 24 heures du Mans, toutes catégories confondues. Ah oui. Donc, d'ailleurs, je me suis demandé quand même, et je me demande encore aujourd'hui, quand est-ce que Porsche va se décider à le faire monter en GTE Pro. Oui, tout à fait. Voilà, on l'attend tous, effectivement. Parce qu'il mérite largement sa place. Bon, on parlait de Patrick Pilet tout à l'heure, qui n'est malheureusement plus pilote d'usine Porsche. Bon, parmi les Français, il nous reste notre ami Fred Makowiecki. Donc, je pense que Julien Andlauer est le successeur désigné de ces 2 Frenchies des pilotes d'usine Porsche. Tout à fait. Si on passe en revue la reste, tu voulais dire quelque chose sur Aston Martin, vraiment? Oui, parce qu'en fait, j'ai envie de parler de l'Aston de TF Sport, parce que sans la sortie de route de Felipe Fraga, c'était pas forcément gagné tout de suite pour AF Corse. Qu'on a avec Ben Keating, l'un des tout meilleurs pilotes bronze du plateau, et qu'effectivement, bon,
TF Sport, en plus, ils ont gagné l'année dernière, c'était les vainqueurs sortants, et que suite au retrait de l'équipe Aston Martin d'usine, bon, c'est la meilleure équipe Aston Martin du plateau GTE-AM, et c'est vrai aussi qu'en plus on trouve des pilotes venus de filières extrêmement différentes. Je pense notamment à Felipe Fraga qui, comme Daniel Serra, vient du stock car brésilien. Faut quand même le signaler. Oui. Que c'est aussi un beau réservoir de talent, que c'est un très bel équipage et que même si nos amis d'AF Corset ont quand même peut-être une chance d'être titrés cette année, moi je pense que TF Sport va rester dans les années qui viennent, s'il reste dans cette catégorie-là, une des grandes équipes de pointe du GTE-AM, avec aussi peut-être, pour poursuivre sur Ferrari, un petit mot sur Iron Lynx quand même. Oui. Avec encore une fois un rookie venu de la Formule 2 et en plus membre de la Ferrari Driver Academy qui finit sur le podium de ses premières 24 heures du Mans. Citons quand même Callum Ilott. Oui. Voilà. Tout à fait. Et encore une fois, peut-être d'autres histoires à venir du côté de l'hypercar, mais on va y revenir là-dessus. Bon, alors, la question subsidiaire. Oui. Alors, tu auras de quoi dire quelque chose. Non, la question subsidiaire pour terminer ces faits de course et cette analyse des résultats globaux. Voilà, on a globalement détaillé toutes les catégories et toutes les voitures sur le podium. Est-ce que l'année prochaine, l'officiel ACO qui agitera le drapeau à damier sera sur la piste? Ou est-ce qu'il sera en haut? Là, oui, grosse question. Effectivement, parce que, en fait, pour comprendre ce qui s'est passé à l'arrivée, il faut revenir à l'abandon de la WRT. Voilà. Puisqu'en fait, donc, la deuxième WRT, la numéro 31, et la Jota numéro 28, avec respectivement au volant Robin Frijns et Stoffel Van Dorn, il y avait l'écart oscillait entre la demi-seconde et la seconde et demie. Donc, en fait, on s'est retrouvé un petit peu comme en 2017 avec Aston Martin et Corvette, avec deux postulantes à la victoire dans le dernier tour. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la lutte jusqu'au bout. Oui. Et d'ailleurs, je revois encore l'image. Mon local de rédaction avec le staff ACO était au-dessus des stands. On n'est pas très loin du balcon du podium et de la ligne d'arrivée. Oui. Et quand on a vu passer les Toyota qui étaient en formation à un train de sénateur, et on a vu débouler deux fusées, la WRT de Robin Frijns qui n'a pas été loin de l'officiel ACO, qui a même fait un bond de côté pour l'éviter. Oui. Tout le monde a vu cette image et on a bien compris qu'on faisait référence à ça. Ça a été effrayant même. On a eu peur. Et de l'autre côté, on a vu la Jota de Stoffel Van Dorn passer tout aussi vite. Oui. Avec un écart final au drapeau à damier de 727 millièmes. C'est ça. Donc, voilà. Évidemment que c'est pas illogique qu'il y ait des batailles qui se poursuivent jusqu'au dernier moment, puisque c'est une place là pour carrément la victoire de catégorie. Non, on s'était peut-être habitué ces dernières années, effectivement, à un passage sous le drapeau à damier en mode parade, ce qui a toujours existé au Mans, on est bien d'accord. Sauf que là, entre la conjugaison du train de sénateur, comme tu dis, des Toyota et du trafic qui était entre les Toyota et les deux P2, effectivement, on a frôlé le drame, moi j'ose le dire. Alors évidemment, on n'est pas là pour être le rabat-joie, on n'est pas là pour insister là, mais comme toujours, on ne peut pas tout prévoir. Et là, moi, je veux croire qu'on avait oublié de prévoir qu'effectivement, quelqu'un qui est au milieu de la piste pour agiter un drapeau à damier, ça peut être dangereux. D'ailleurs, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, en dehors de certaines luttes vraiment au finish, c'est vrai que d'une manière générale, l'arrivée de tous les concurrents sous le drapeau à damier, tout le monde est un peu en mode train de sénateur, avec le fameux ballet traditionnel des drapeaux des commissaires, on a tous connu ça, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, je pense qu'Eduardo Freitas a dû bondir en direction de course et qu'on va forcément en parler entre Eduardo Freitas et le staff de la CO. Oui, il y aura analyse de la situation.
Il y aura analyse, ça c'est sûr. Mais ça peut faire jurisprudence cette histoire aussi, et donc c'est arrivé. Et bon, tout est bien qui finit bien, mais quand même frayeur. Alors, pour conclure, Jean-Philippe, si tu veux effectivement tirer, pas des plans sur la comète, parce que non, c'est pas ça, mais Alors, faire des prospectives, voilà, c'est mieux dit, pour les années à venir. Donc toi, tu dis qu'il y a un échiquier qui va se mettre en place et qu'on en parle déjà beaucoup, quoi. Alors effectivement, boule de cristal, prospective hypercar. Bon. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains jeunes pilotes de la catégorie LMP2 qui roulent très bien dans cette catégorie en provenance de la F3 ou de la F2 et de certains pilotes d'usine LMGTE Pro, LMGTE AM, c'est que quand on a un certain bagage de la monoplace et quand on a un beau palmarès dans une catégorie GT où on n'a plus forcément grand-chose à prouver, même si effectivement certains pilotes sont très heureux de leur vie de pilote d'usine GT, eh bien, on se dit que quand on voit le plateau hypercar qui se profile à l'avenir, bon, sans parler de certains anciens de la Formule 1 comme Kevin Magnussen qui sera chez Peugeot l'année prochaine, Ouais. eh bien, on se dit que cette année et aussi en 2022, je pense que on aura une manière non pas de foire d'empoigne, mais il va y avoir beaucoup de pilotes qui vont avoir envie de montrer qu'ils sont rapides pour faire des manières d'appel du pied indirect aux teams d'usine qui vont arriver en hypercar. Voilà. J'ai envie de reprendre l'exemple de Ferrari. Bon, j'ai parlé il y a quelques instants de Callum Ilott chez Iron Lynx. On peut aussi parler d'Antonio Fuoco chez Cetilar Racing qui a fait un excellent relais en début de course et qui est en plus pilote du simulateur de la Scuderia Ferrari en F1. D'accord. Voilà. On peut aussi parler, pour parler des deux courses Road to Le Mans, de Logan Sargent, qui était l'un des favoris de la F3 FIA l'année dernière, pilote de la Ferrari Driver Academy, et qui a très très bien roulé chez Iron Lynx dans les deux courses Road to Le Mans. Donc, faute de place en Formule 1, je pense aussi qu'il y a certains constructeurs, et là je pense plus spécifiquement à Ferrari, qui sont peut-être en train de sonder et de tester leurs jeunes pilotes en vue peut-être de les faire bifurquer vers une belle carrière de pilote d'usine hypercar en endurance. Et là, j'ai envie de citer aussi, même si on l'a pas encore vu en endurance, j'ai envie de parler de Robert Schwartzman, puisque en Ferrari Driver Academy en Formule 2, donc chez Prema, sur la voiture de Robert Schwartzman, il y a le logo SMP qui est l'un des partenaires de F Corse en GTE Pro. Donc il y a peut-être aussi des vases communicants entre certains partenaires, la Ferrari Driver Academy, la monoplace et l'hypercar qui sont peut-être en train de se mettre en place quelque part. Et si on se projette sur 2023, parce que 2022 sera quand même encore une année de transition, appelons ça comme ça. Bon, donc 2 Toyota, voilà, rêvons tout haut, 2 Toyota, 2 Glickenhaus, parce que maintenant on voudrait qu'ils soient toujours là. Une Alpine toujours, après tout, 2 Peugeot, 2 Audi, 2 Porsche, 2 Ferrari, ou qu'une, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'oublie? Non, BMW, on ne sait pas encore si c'est bon. On ne sait pas encore, Cadillac non plus, Lamborghini Acura. non plus. Et t'as dit quoi là? Acura, et puis qu'est-ce que t'as dit avant? J'ai dit Lamborghini. Ah oui, Lamborghini, oui, t'as raison. Alors, on arrive là, ça fait déjà. Bon, on va dire qu'il y aura au moins une dizaine d'hypercars au départ. Enfin, c'est sûr. Enfin, on peut l'espérer vraiment là de manière concrète. Voilà. Bon, oui. Par contre, alors effectivement, il y a quelque chose en 2023 qui va être très intéressant à suivre. C'est l'Hyperpole Hypercar, justement. Alors ça va être hyper serré en plus parce que là en fait cette année donc on sait que l'Hyperpole c'est les 6 voitures les plus rapides de chacune des catégories qui sont à la lutte pour la pole position de la catégorie et pour les 6 premières places. Donc par contre alors si on fait le compte pour 2022, on va dire 2 Peugeot, 2 Glickenhaus, 2 Toyota, une Alpine, 2, 4, 6, 7. Voilà. Ça ferait a priori 7 voitures pour 6 places à prendre. On peut compter sur le double de voitures en 2023
toujours pour 6 places à prendre. Donc, en hypercar, je pense que bon, ça va être une très grosse foire d'empoigne. Et dans cette foire d'empoigne, je pense qu'on va voir des jeunes pilotes issus de la monoplace et des anciens vieux briscards de la Formule 1 se battre pour l'hyperpole. Je pense notamment à Kevin Magnussen chez Peugeot, par exemple. Oui, tout à fait, on est d'accord. Ouais. Bon, on sait que chez Toyota, l'expert XXL de la pole, c'est Kamui Kobayashi, rappelons-le, qui n'est plus qu'à une seule pole position du record de Jackie X. Ah, mais oui, non, t'as raison. Rappelons-le. Oui. Quatrième pole pour Kamui Kobayashi et troisième consécutif cette année. Donc, je pense que la fusée Kobayashi a encore quelques belles munitions devant elle pour les années à venir. Mais je pense qu'effectivement, plus il y aura de constructeurs, plus on va avoir de spécialistes des qualifications dans les voitures lors de l'hyperpole. Et là, je pense principalement, encore une fois, à des pilotes issus de la monoplace. Donc, l'hyperpole, l'hypercar de 2023, ça va presque être une mini-course finalement. Oui, non, t'as raison. Et je pense que ça va être passionnant à suivre. Voilà. Bah écoute, ce sera le mot de la fin parce que je vois qu'on arrive pas loin d'1 heure et puis que bah voilà, on peut pas rester éternellement, mais je crois que vous avez tous apprécié cet hyper débrief de 24 heures du Mans 2021. On peut le dire comme ça. Voilà. Épisode 99, dois-je le rappeler, de l'Afterlap. Alors le 100e, bah, ce sera la semaine prochaine, le Grand Prix de Belgique de F1. Voilà, c'est le hasard qui veut que ça tombe sur ça. Mais c'est pas mal aussi, puisque c'est le centenaire du circuit de Spa-Francorchamps. Oui, tout à fait. Voilà. Donc écoute. Tu es carrément bien finalement. Bah ouais, c'était sans calcul quand on a commencé l'Afterlap il y a 2 ans plein maintenant. Donc tu vois, 2 ans, 100 numéros, il y a 52 semaines par an, bah, c'est quasiment un numéro toutes les semaines, tout le monde le sait, hein, donc on garde bien le rythme. Et je te remercie encore une fois beaucoup, Jean-Philippe, de t'être rendu disponible. Bah non, mais ça fait plaisir de parler pour la première fois dans l'Afterlap de l'actualité des 24 heures du Mans. C'est ça, mais on se retrouvera dans l'automne, on espère bien, pour une nouvelle édition de nos 24 heures du Mans Stories, où on a discuté de quelques idées. Et moi, je suis assez convaincu de parler d'une voiture, par exemple, de son histoire, ça changerait par rapport aux nationalités ou aux pilotes qu'on a. Je vois à peu près à laquelle Voilà, c'est ça. En tout cas, on vous laisse la surprise et vous verrez ça donc dans l'Afterlap, le podcast du Sport Auto, à retrouver sur toutes les plateformes et les sites habituels. Jean-Philippe, je te libère, je t'autorise à prendre un peu de repos. Tu l'as bien mérité, ce repos, après une semaine évidemment intense. Oh que oui, mais ouais. C'est toujours un immense bonheur. Oui, même si on est tous crevés à la fin, on est tous heureux de l'avoir fait. On est notamment avec l'équipe du staff ACO. Des fois, bon, on ne se voit qu'une seule fois par an. Parfois, pour certains, c'est aux 24 heures du Mans. On est tous contents de se retrouver. On est tous crevés à l'arrivée. Mais qu'est-ce qu'on est heureux. Voilà. Et vous l'avez fait, tout à fait. Allez, merci à toi, porte-toi bien, merci. À bientôt de toute façon. Et puis merci à vous tous pour votre fidélité à l'Afterlap. Salut! Salut à toutes et à tous, à bientôt!